ce qui est important que vous compreniez dans la restauration, c'est que l'opérationnel prend le dessus sur tout le temps. Et c'est le paradoxe ultime en restauration. On a besoin d'efficacité, on a un potentiel gigantesque en termes d'économie de temps, d'économie d'argent, d'économie d'énergie, d'économie de motivation, mais on n'a pas les ressources pour les implémenter ou on ne prend pas le temps de les implémenter. OK, donc on va commencer cette soirée. Donc, je me présente, Florence Barbeau, directrice des partenariats au MT Lab. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Je suis la responsable du plan d'accompagnement de nos grands partenaires qui sont tous affichés ici à l'entrée, si vous voulez consulter la liste, incluant l'ITHQ, qui va être sur le panel ce soir, justement. Dont on remercie la présence. C'est aussi notamment grâce à eux que cette idée de 5 à 7 a été lancée. Donc, merci à ce beau partenariat. Je commence avec un petit sondage. Là, ça va vous réchauffer aussi un petit peu. Qui est là dans la salle avec nous ce soir? Mettons, levez la main, les entrepreneurs. OK, pas mal. Levez la main, les chefs, cuisiniers, ceux qui travaillent dans le secteur de la restauration. Hey. Très peu, OK. On voit la représentativité. Les professionnels de près ou de loin qui ne sont pas des entrepreneurs ni des chefs cuisiniers. OK. Puis les grands partenaires du MT Lab sont où? Ils sont là. Palais des congrès, ITHQ. Merci d'être là. Ça me donne une idée un peu de qui est venu le voir ce soir. Donc, au MT Lab, on cherche à créer des espaces physiques ou virtuels, si on veut, pour générer, ou pour susciter plutôt l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir plein de gens qui se regroupent dans un même lieu pour échanger sur comment on peut refaire le monde ou juste changer le monde à petits pas. Des fois, il s'agit juste d'un petit changement dans les processus, mais qui fait toute la différence. Donc, l'idée, c'est justement de mettre les bonnes personnes autour de la table pour discuter de certains sujets pertinents et principalement pour mieux comprendre c'est quoi les besoins d'un certain secteur, notamment justement l'industrie du tourisme, culture, divertissement, dont on dessert. On est un incubateur accélérateur sectoriel, ce qui nous différencie. Et donc c'est ça. Sinon, au niveau de comment on le fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Je revenais aux besoins. Excusez-moi. Donc, on fait la curation de besoins d'un certain secteur. Donc, on écoute vraiment les parties prenantes et les gens qui travaillent dans ce secteur ou cette industrie-là pour être capable d'aller chercher ensuite les différentes solutions qui s'offrent à ces personnes-là pour répondre à cette problématique ou ce défi-là. Et là, on va chercher beaucoup d'entrepreneurs, d'intrapreneurs, des gens qui pensent autrement, des gens qui offrent des solutions qui répondent à des besoins concrets. Donc, on ne cherche pas nécessairement à trouver des solutions qui sont déjà en tourisme, mais des fois, des gens qui évoluent dans plein de backgrounds différents et qui ont la solution ou proche de la solution qui seraient capables d'ajuster peut-être leur modèle ou leur solution technologique ou autre pour être capable de répondre à ce besoin-là. Donc, on les accompagne pour vraiment trouver un fit parfait entre le besoin et la solution. Donc, c'est un peu la thématique, le modèle aussi du 5 à 7 de ce soir. L'idée, c'était de vous plonger dans les besoins, les problématiques, les défis du secteur de la restauration avec Émeric Homé, chef cuisinier, ex-chef cuisinier et co-animateur et cofondateur du podcast On est dans le jus. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous encourage fortement à aller sur Spotify, YouTube. Sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Wow! Donc, pour aller l'écouter, c'est super pertinent. L'idée, c'est vraiment de plonger dans l'univers réel des chefs, des cuisiniers, même des livreurs, de tous les gens, dans le fond, qui évoluent autour de ces secteurs-là pour mieux comprendre leur réalité, leur univers, co-animé par Pascal Ourier, juste ici. Merci d'être là aussi, Pascal. Donc, voilà. L'ITHQ,
On a collaboré beaucoup cette année sur un projet de répertoire de solutions innovantes et technologiques, dans le fond, pour desservir la restauration. C'était la première fois qu'on rentrait autant profondément en deep dive dans ce secteur-là au MT Lab, qui est directement lié au tourisme, là, on va se le dire. Et on a découvert plein de choses, un secteur vraiment particulier avec des besoins criants, mais dans le fond, je ne veux pas jinxer exactement ce qu'Émeric va vous dire, mais il va vous rentrer plus dans les détails justement de ses besoins, des défis de cette industrie-là, de ce secteur-là. Et la force du réseau, donc le MT Lab est vraiment entouré d'un réseau incroyable, puis c'est vraiment ce qui fait notre force. Nous, comme employés, on fait juste mettre en commun les bonnes personnes autour des bons projets. Donc, on a la chance d'avoir Thibaut Renouf, cofondateur de Arrivage, qui est une des startups, je ne sais plus si c'est encore une startup, mais en tout cas de la cohorte 2 au MT Lab, qui a eu la géniale idée justement de me présenter à Émeric. Il a fait 1 + 1 = 3, donc j'ai eu la chance de rencontrer Émeric qui nous a allumé plein de lumière autour de comment aborder mieux ce secteur-là. Donc, je laisse justement rentrer plus en profondeur avec vous sur qu'est-ce qu'il a découvert dans ce secteur-là, puis pourquoi il est aussi passionné par la restauration jusqu'à aujourd'hui. Voilà, à toi la parole, Émeric. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis un peu stressé, là, c'est mon premier panel, donc je vais vous demander votre bienveillance. Je vais parler de restauration. Moi, je suis un amoureux de la restauration. Depuis que je suis tout petit, je suis fasciné par les cuisiniers, par l'ambiance des restaurants. J'aime les gens qui y travaillent, que ce soit en resto gastronomique, dans les petits bistrots de quartier, dans les casse-croûtes sur le bord de la route des vacances, dans les cuisines, en salle, chez les producteurs. Partout où vous allez dans le monde, il y a quelque chose de magique dans cette industrie. Pour la plupart, on gagne très peu d'argent, on travaille des horaires ridicules, dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes. Et pourtant, il y a une passion et une fierté incroyable dans le cœur de beaucoup de ces travailleurs. Et avant de commencer, je voudrais vraiment dire ce qui est magnifique et qu'on ne met pas assez en avant, c'est que la restauration est une expression très forte de la culture d'un pays ou d'une région. Ça part des racines traditionnelles, ça englobe la géographie, la météo, ce qu'on appelle le terroir. Et dans un plat, on peut retrouver des pages de notre histoire, de nos relations interculturelles, de certaines de nos valeurs profondes, de nos aspirations pour le futur également. Et c'est cette connexion de cette industrie à notre humanité qui me passionne. Donc je vais vous parler un peu de moi pour commencer rapidement. Moi, je suis cuisinier, j'ai été formé à Paris, je suis arrivé au Québec en 2012. Et quand je suis arrivé ici, j'ai cherché à travailler dans un restaurant qui était un peu différent de ce que je faisais en France. Et surtout qu'il y avait des valeurs éco-responsables au sens large, quelque chose où il y avait un sens et une réflexion derrière ce qu'on proposait aux clients. Et puis j'ai entendu parler d'un restaurant à Montréal qui s'appelle Lola Rosa, qui ouvrait sa deuxième succursale. C'était végétarien, donc c'était très éloigné de ce que je connaissais en culture culinaire française traditionnelle. Et puis j'ai dit pourquoi pas, j'ai postulé, j'ai eu la job. Je pensais que j'allais rester 1 ou 2 ans là-bas, je suis resté 10 ans. J'ai fait à peu près tous les postes en cuisine, je suis arrivé en cuisinier de ligne, j'ai fait de la production, j'ai été sous-chef, j'ai été chef de cuisine, j'ai été chef exécutif, j'ai été associé à la compagnie. J'ai ouvert 2 autres succursales, j'ai ouvert une cuisine centrale, j'ai vécu une pandémie, ce qui est pas rien. Fin 2022, j'ai dû arrêter le métier pour des raisons médicales, mais je ne suis pas arrivé à quitter cette industrie. Alors avec mon ami et associé de chez Lola Rosa, Pascal, qui est ici, on a créé un podcast sur la restauration où on raconte les histoires des hommes et des femmes derrière cette industrie. Donc on s'entretient avec des cuisiniers, qu'ils soient connus ou pas, des serveurs, des livreurs, des réparateurs de lave-vaisselle. Je ne sais pas si j'ai un peu le temps de faire de promo, mais je vais le faire pareil. Ça s'appelle On est dans le jus, on est sur Instagram, on est dispo sur toutes les plateformes de podcast. On a à date 80 entretiens à peu près. Et puis on essaye de trouver présentement un modèle économique pour faire vivre ce projet de façon professionnelle. Et puis parallèlement, moi je commence à faire un peu de conseils culinaires, notamment en végétalisation des cartes des restaurants.
et notamment par le biais du Guta, qui est une très belle OBNL. Si vous ne connaissez pas, checkez ça. Le Guta, c'est cool. G-U-T-A. Alors, la restauration, je vais vous parler de ce que je connais, faire une présentation assez générale. Je vais vous parler de la restauration indépendante versus les grandes chaînes où il y a peut-être parfois plus de personnes ressources, plus de process établis par des spécialistes. Mais moi, je vais vous parler de la restauration indépendante qui sont des plus petites structures qui vont de 2-3 employés à 80, 100 pour les plus grosses. Donc c'est une industrie qui est extrêmement morcelée, très peu de passerelles formelles entre les restaurants. Et ce qui fait qu'on est beaucoup à avoir les mêmes problèmes, mais chacun dans notre coin. Donc on m'a demandé de présenter ces problèmes, présenter les enjeux, des opportunités, comment pénétrer dans le cercle assez fermé de la restauration, comment préparer les restaurateurs au changement. Alors j'ai décidé de vous raconter une matinée type de chef de cuisine, inspiré de ce que j'ai vécu, inspiré des conversations que j'ai pu avoir avec d'autres chefs. Et puis pour vous familiariser avec ces problématiques, je pense que, comme j'ai vu il y a quelques entrepreneurs par ici, je pense que ça peut aussi vous rappeler certains aspects de votre vie professionnelle. Donc ma matinée type, je me réveille à 7 heures. Je commence par voir un message texte de mon cuisinier du matin qui me dit qu'il est malade. Message texte envoyé à 4 heures du matin, le genre de maladie que tu attrapes en buvant un peu trop. Donc il faut que je le remplace. On a des réservations à midi. En restauration, fermé, ce n'est pas une option. Donc, je sors mon téléphone, je regarde dans mes photos, la photo de la feuille Excel de l'emploi du temps de ma cuisine. J'envoie un message à mon sous-chef, à mon cuisinier du soir. Mais bon, on s'entend que, je ne sais pas si vous avez des cuisiniers dans vos relations, mais avant 11 heures du matin, ils ne répondent même pas au téléphone, ils dorment. 9 heures, j'arrive au resto, le cuisinier qui fait la prep est là, il a déjà reçu les commandes. Je check les factures vite fait. Je vois qu'il y a un problème dans le prix de la laitue romaine. Normalement, je paye la caisse 30 $. Là, ils m'ont facturé 90 $. J'appelle le fournisseur. On m'explique que c'est parce qu'il y a une bactérie qui s'est développée en Californie et puis que la sécheresse au Mexique fait que du jour au lendemain, les prix ont triplé. Donc, je demande pourquoi on ne m'a pas appelé pour me prévenir de ça, que j'aurais pu trouver d'autres solutions que de me faire facturer 3 fois le prix. Alors on me propose comme solution le lendemain de me récupérer les caisses. Je fais mon petit calcul de food cost, je ressors ma feuille Excel que j'ai fait moi-même avec mes listings que j'ai rentrés un par un. Je vais dans la ligne laitue romaine, je fais attention à ne pas me tromper de ligne, je change le prix, je vois l'impact sur le food cost. Mon prix de vente, c'est 15 $. Je dis n'importe quoi, hein, mais mon prix de vente, c'est 15 $. Mon cost passe de 6 à 8 $. Donc, j'ai l'option de monter le prix ou de baisser la quantité ou de retirer le plat du menu. On va dire que je vais monter le prix à 16 $. Comme ça va être acceptable, j'imagine. Alors, fait qu'il est 10 heures, j'ai toujours pas de cuisinier le midi, je commence ma mise en place. 11 heures, je reçois un message texte de mon sous-chef, il va venir à 12h30. J'ai bien avancé sur ma mise en place, je commence à respirer un peu. 11h05, le propriétaire m'appelle, il me dit qu'on a reçu un avis Google la veille. Le client a trouvé tout très bien, le service parfait, l'ambiance très bonne, la bouffe super, mais il trouve que 15 $ pour une salade César, c'est quand même un peu cher. Alors il nous a mis une étoile de 1 sur 5. Alors, on ne va pas augmenter le prix, on va la laisser à 15 $. 11h30, le serveur vient me chercher, il y a un représentant qui veut me parler d'une nouvelle application pour gérer les food costs. Alors, il avait apparemment essayé de me contacter par courriel, je n'ai jamais répondu, donc je le rencontre vite sur le coin d'une table. Il me fait son speech, moi je vois les clients qui commençaient déjà à rentrer, j'écoute d'une oreille attentive, ça a l'air cool, ça a l'air moderne. Mais je viens de me taper 3 semaines où j'ai rempli ma fiche Excel ligne par ligne. Donc je le remercie, mais je le remercie poliment et puis je vais commencer mon service. Je vais m'arrêter là pour ma journée type. Je vais revenir sur 2-3 choses que j'ai dites qui peuvent être plus intéressantes que les autres. Mais ce qui est important que vous compreniez dans la restauration, c'est que l'opérationnel prend le dessus
sur tout le temps. Et c'est le paradoxe ultime en restauration. On a besoin d'efficacité, on a un potentiel gigantesque en termes d'économie de temps, d'économie d'argent, d'économie d'énergie, d'économie de motivation, mais on n'a pas les ressources pour les implémenter, ou on ne prend pas le temps de les implémenter, ou on ne voit pas le temps qu'on pourrait avoir pour les implémenter. Et c'est l'exemple que j'avais envie de vous donner par la rencontre du représentant, qui a sûrement un logiciel très performant à m'offrir, mais ça, je ne le saurais jamais parce que je n'ai pas écouté ce qu'il m'avait à me dire, parce que j'avais mon service à faire. Vous avez aussi compris que mon fichier Excel, quand j'ai passé 3 semaines à remplir les cases de mon fichier, je ne vais pas changer du jour au lendemain, même pour un système plus performant. Ça, je vous le garantis, la plupart des petits restaurants, c'est des fichiers Excel qu'ils ont. J'ai même l'exemple d'un très très gros restaurant, d'un des plus gros restaurants de Montréal, qui fait des services de 600, 700, 1000 personnes, où le chef a pris le codage lui-même pour faire un système qui lui plaisait en termes de food cost, en termes d'inventaire, en termes de gestion des recettes. Donc là, on s'entend que vous arrivez derrière avec une solution qui peut être plus performante, qui peut être plus adaptée, il n'abandonnera jamais son système. On est des passionnés du métier, ça vient avec un revers, ça vient avec des décisions non rationnelles. On réfléchit souvent avec le cœur, moins avec notre cerveau. C'est l'exemple du prix de la salade César. Vous avez vu que ça avait du sens rationnellement de monter le prix, mais l'impact d'une note négative ou d'un autre aspect est tellement fort sur notre émotion qu'on va revenir sur une décision à cause d'un petit événement. Et ça, c'est vraiment du vécu, je peux vous le garantir. Une note négative peut faire réfléchir et faire revenir en arrière. Le personnel, on a tous dans nos compagnies des exemples de personnel fiable et moins fiable, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une rotation très importante du personnel, et c'est un impact d'autant plus fort car les restos, c'est des petites structures, avec des process qui reposent sur le savoir-faire plutôt que sur les procédures. Alors ça donne des enjeux de recrutement, d'intégration, de formation, de constance dans l'opérationnel. C'est sûr que quand vous êtes 10 en cuisine et que vous avez une personne qui démissionne, c'est 10% de votre savoir-faire que vous perdez. Mais derrière ça, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une opportunité vraiment très importante que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Comme je vous disais, il y a des canaux d'échange, il y a peu de canaux d'échange formels qui sont développés dans les restaurants, mais par contre, il y a énormément d'échanges informels. Et c'est notamment dû à la rotation importante du personnel en restauration. Il y a beaucoup de monde. Vous allez avoir, moi personnellement, j'ai travaillé avec beaucoup de cuisiniers qui vont venir avec des nouvelles idées, des nouvelles pratiques, des exemples de choses qu'ils ont faites ailleurs et qui marchaient très bien et qui peuvent implémenter. Donc ça, je pense, si je reprends mon exemple de solution de service à la restauration, vos premiers représentants, c'est le personnel qui l'utilise en restaurant et qui, lorsqu'ils vont changer de restaurant ou changer de chef, eh ben, s'ils sont contents de la façon dont c'est implémenté, dont c'est utilisé, vous pouvez me croire, ils vont faire la promotion de vos produits. Résistance au changement, c'est sûr qu'il y a une force de l'habitude. On est habitué à faire des inventaires papier, on utilise tel logiciel de réservation. Mais je voulais aussi revenir sur la capacité d'adaptation très forte dans la restauration. Un petit exemple, je reviens sur mon exemple de salade César. En moins de 2 heures, on peut trouver des solutions pour s'adapter à un problème. Je veux revenir aussi sur l'exemple de la pandémie. La rapidité de changement radical dans le modèle d'affaires
Beaucoup de restaurants on en fait la preuve. Et puis nous, personnellement, avec Benjamin qui est ici, on a fait, en quelques semaines, on a lancé un nouveau modèle d'affaires avec des boîtes repas à emporter, un menu différent tous les jours, un service commande, un service de livraison personnalisé, quelque chose qui, j'imagine, prendrait plusieurs mois à lancer. On l'a fait en 2 semaines ou 3 semaines. Et puis ça, c'est... Je veux aussi insister sur cette capacité d'adaptation très forte dans l'industrie. Je ne sais pas, ça fait combien de temps? Je pense que ça fait à peu près 15 minutes. Ouais. On approche. OK, je vais terminer. Donc, 4 choses à retenir. Morcellement de l'industrie, peu de passerelles formelles, un gros paradoxe entre le besoin d'efficacité et l'opérationnel qui accapare la grande partie de l'énergie. Et puis, une résistance au changement, une forte rotation du personnel qui sont finalement des opportunités pour les affaires. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci énormément, Émeric, de prendre le temps de partager toute ton expérience avec nous. C'est rare de trouver un chef cuisinier et intrapreneur et entrepreneur en même temps, sous le même chapeau. Donc, d'avoir ces pivots-là, justement, qui permettent de mieux comprendre cette réalité-là, un petit peu plus opaque ou difficile d'approche quand on ne l'a pas vécu en restauration. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage, puis tous tes sages apprentissages avec nous aujourd'hui. Fait que reste pas loin, on va avoir un panel juste après, mais on t'invite à rester pour l'échange de questions-réponses à la fin avec eux, si ça te tente bien. Donc, merci beaucoup, Émeric, puis merci. J'aurais juste envie de faire la transition en vous demandant, est-ce que ça a résonné? Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que ça se transmet un peu aussi dans votre réalité d'entrepreneur pour certains? Ou... Je vois des têtes qui bougent comme ça, comme des petits bubbleheads. Est-ce qu'il y en a qui veulent commenter, peut-être à faire des transpositions dans leur propre vie? Oui, Michel? Non, j'aime la partie où tu mentionnais qu'il y a des décisions qui étaient comme émotionnelles versus comme rationnelles. C'est drôle parce que moi, dans ma vie ancienne, je travaillais pour une compagnie qui vend le savon, un peu comme les Ecolab du monde. Et mon patron m'a juste raconté l'histoire aujourd'hui où il rentrait chez un client pour augmenter le prix, pour discuter ça. Et dès qu'il sort ses chiffres, avant même de parler, le client lui a dit « Ah ouais, on devrait parler des chiffres. On a quelques-uns de vos concurrents qui sont passés nous voir, alors on va devoir discuter. » Et hop, au lieu d'augmenter les prix, on a pratiquement à baisser les prix. Alors, on sait qu'on devrait augmenter parce que le coût matière sont augmentés, mais on a peur. Alors, c'est juste drôle que c'est vraiment vrai, là, l'émotionnel versus le rationnel. Merci, Michel.